Ok, et puis on va démarrer tout de suite. Bonjour, bonjour. On va faire rentrer les dernières personnes. Alors, aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est des solutions et des stratégies pour surmonter le défi du slow marketing. Alors, le slow marketing, pour beaucoup de personnes, on ne connaît pas suffisamment ce que c'est. Et le but, c'est de vous expliquer exactement, hein. Le dernier atelier était à ce propos-là aussi. Vous pouvez retrouver sur mon site le livre que j'ai écrit à ce propos. Mais je vais vous expliquer tout de suite ce qu'est. C'est écrit trop petit. D'accord. Je vais grandir un petit peu comme ça. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux pour vous? Peut-être un peu plus facile. Le slow marketing, voilà, je vais vous le dire tout de suite ce que c'est, mais sachez que vous pouvez retrouver le livre sur mon site, hein. Ici, il y a marqué livre, et comme ça, vous l'aurez directement. Alors, pourquoi j'ai voulu animer cet atelier aujourd'hui? Bien, en fait, c'est pour euh, que ça soit clair dans l'esprit de chaque personne ici, de chaque praticien que, il existe une façon de communiquer qui est vraiment totalement en adéquation avec vos valeurs de praticien. Euh, je vais m'expliquer un petit peu plus. Et l'idée, c'est de vous donner en fait des stratégies déjà pour pouvoir surmonter certains défis, parce que il y a toujours un revers de la médaille, évidemment. Il y a des choses qui vont bien, puis il y a des choses qu'il faut connaître, il faut savoir avant de l'explorer. Sachez que, en fait, le slow marketing, c'est une philosophie, je vais vous expliquer ça tout de suite, mais sachez qu'il y a des sociétés déjà qui s'occupent, enfin, qui ont créé tout leur marketing sur cette philosophie-là. Est-ce que tout le monde voit ou faut que j'agrandisse encore un petit peu? Est-ce que là, ça va pour vous? Vous me dites encore plus, s'il te plaît, encore trop petit. Lis le chat. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous me dites, hein? Ouais, c'est bon? Ça va? OK. Donc, sentez-vous libre aussi d'intervenir ou de me poser des questions quand vous en avez envie. Ça ne me dérange pas du tout, même si je suis en pleine explication. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Soit vous l'envoyez sur le chat, ou soit vous me la posez directement. Sur le chat, j'ai pas toujours l'œil dessus, donc c'est pour ça que ça peut être passé à l'as des fois. Alors, euh, il existe déjà, oui, des sociétés qui utilisent ce principe-là, cette philosophie de slow marketing. On connaît l'Occitane, par exemple, qui est connu pour ses produits de beauté. L'Occitane a revu sa stratégie marketing pour se concentrer sur des campagnes à long terme qui récompensent les clients sans attendre de retour immédiat, favorisant ainsi la relation profonde et plus significative avec les consommateurs. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment privilégier la relation avec les gens. Il y a Waitrose aussi, qui est une supermarché britannique, qui a utilisé une campagne de Slow TV pour mettre en avant ses produits en matière de manière subtile et engageante, renforçant l'authenticité de son image de marque. Il y a aussi Mindful Chef, qui est une société qui livre des repas en kit, en fait, et qui a adopté le slow marketing pour mieux écouter et répondre aux besoins de ses clients, plutôt que de bombarder sur le marché des promotions, des publicités intenses, comme on voit un petit peu partout. C'est un peu l'erreur des fois qu'on a tendance à faire, et je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui prônent ce genre de publicité ou disent, bon, on va gagner 5 000 euros, 15 000 euros les premiers mois. Et puis, bon, ça, tout ça, c'est pour construire une offre qui vaut très cher et puis la vendre et trouver quelques clients de temps en temps, mais à coût de publicité intensive. Donc, je pense que c'est pas vraiment l'idéal pour un thérapeute, en fait, de faire ça parce que c'est au petit bonheur la chance et ça correspond pas à vos valeurs. Et en plus de ça, il faut investir quand même pas mal d'argent. Il y a Aura aussi, qui est une entreprise de services funéraires
qui utilise un ton de voix humain et empathique, beaucoup plus, qui est basé sur la relation toujours avec les personnes et qui permet de se sentir beaucoup plus en confiance, parce que les gens, les clients se sentent écoutés surtout. Donc leur approche permet de créer une communication qui résonne véritablement avec leurs clients à ces moments difficiles qu'on peut traverser avec le deuil. Donc ils ont tout misé là-dessus en fait, et ce qui fait que après le bouche à oreille se met plus facilement en place. On a la société GoPro aussi, qui est très connue pour les petites caméras, qui a construit sa marque et non pas avec des publicités traditionnelles, mais en exportant le contenu généré par les utilisateurs. Donc en mettant en avant les contenus palpitants créés par ses clients, GoPro a favorisé une forte communauté d'utilisateurs et c'est comme ça qu'ils ont bâti toute leur notoriété grâce à ça. Ils se sont fait connaître par les vidéos. Et puis on a Patagonia, qui est vraiment enfin il y en a d'autres encore, hein, mais je vous en ai cité quelques-unes. Patagonia, qui est une société qui fabrique des vêtements hein, de sportwear, voilà, et qui, elle, eh bien, ça fait 50 ans qu'ils existent. Ils ont bâti toute leur notoriété et la fidélisation des clients grâce au slow marketing. Donc c'est un enseignement, c'est un exemple emblématique hein, de l'utilisation du slow marketing. Vraiment, c'est une des plus connues dans ce domaine-là et qui a créé toute sa notoriété avec le slow marketing. Leur stratégie de marketing, en fait, repose sur l'authenticité, la transparence et un engagement profond envers la préservation de l'environnement. Donc, ils sont vraiment des sérieux défenseurs de l'environnement et bien plus que ça, vous allez voir. Donc, le storytelling, qui est la façon de leur histoire, en fait, qui est authentique et activisme de marque. Patagonia utilise un storytelling pour partager des récits qui reflètent ses valeurs et inspirent les consommateurs. Si vous allez faire un petit tour sur leur site, vous allez voir comment ils font. Et c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que les consommateurs ont adopté un mode de vie orienté sur la durabilité. Et c'est ça qu'ils prônent, c'est qu'ils veulent pas vendre à tout prix constamment des nouveaux produits à leurs clients. Ils veulent faire en sorte que ça dure longtemps. Et ils mettent en avant des histoires réelles d'individus et de communautés qui incarnent l'esprit de la marque, créant ainsi une connexion émotionnelle avec leur public. Et ils ont un programme de réparation et de durabilité des produits, c'est-à-dire que quand vous avez un problème avec leur produit, vous pouvez l'envoyer pour qu'ils le réparent. C'est génial, plutôt que de vous forcer, de vous obliger à en acheter un autre. Donc tout est basé là-dessus, soulignant leur engagement envers la réduction des déchets. Leur campagne de bon, ouais, euh, illustre cet engagement en invitant les clients à envoyer leur équipement pour user pour une réparation. Ils ont un engagement aussi envers la transparence et l'éthique, c'est-à-dire que toute la chaîne de création de vêtements, etc., eh bien, ils ont une totale transparence sur tout l'ensemble de cette chaîne-là. Et ils ont aussi un très fort engagement envers les employés qui travaillent pour eux. Ils veulent vraiment les privilégier. C'est vraiment une société qui est assez balèze là-dessus. Euh, et donc, ça permet d'avoir à chaque client, en fait, à chaque moment de la production, d'avoir une totale transparence sur ce qu'ils font. Et ça renforce donc la confiance des clients qui valorisent les pratiques commerciales éthiques et durables. Donc, on a tendance à en acheter beaucoup plus facilement quand on se sent en confiance de cette façon-là. Le contenu généré par les utilisateurs et engagement communautaire, donc Patagonia capitalise sur le contenu généré par les utilisateurs pour créer une communauté autour de sa marque. Donc, c'est beaucoup un peu comme GoPro, c'est beaucoup les utilisateurs qui vont créer du contenu, raconter leur histoire, etc. Vous pourrez voir ça sur justement les histoires. Ils ont un blog, mais au lieu d'appeler ça un blog, ils ont écrit histoire. Et par exemple pour le sport, donc l'escalade, et là ce sont des histoires de différents clients
qui ont utilisé les vêtements et qui racontent un petit peu leur histoire, etc. Donc, ouais, c'est assez sympathique parce que tout est basé là-dessus sur la relation avec le client. Ils ont des campagnes et promotions uniques. Donc, leur campagne Don't Buy This Jacket, par exemple, euh, qu'ils lancent à chaque fois lors du Black Friday, ils lancent un encouragement aux consommateurs à réfléchir avant d'acheter et à privilégier la réparation et la réutilisation des vêtements existants, plutôt que de vouloir vendre à tout prix comme pendant les Black Friday. Donc cette approche contre-intuitive a non seulement attiré l'attention des médias, mais a également initié une conversation plus large sur la consommation responsable et son impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment des gens qui privilégient en fait l'authenticité, la relation avec le client, ils mettent en avant l'histoire des clients et en fait, c'est ça. Le slow marketing est basé essentiellement là-dessus. Alors, qu'est-ce que le slow marketing exactement? Ben, le slow marketing, c'est pas simplement une méthode parmi tant d'autres, hein. C'est une philosophie qui valorise la construction de relations durables et significatives avec vos clients. Donc, c'est une approche qui favorise une compréhension profonde de leurs besoins et de leurs désirs et repose sur la confiance et l'authenticité pour bâtir une marque forte et respectée. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je suis déjà dans le bien-être, dans le bien, de la bienveillance, etc. avec mes clients. Sauf que à travers Internet, eh ben ça se voit pas forcément. Il faut établir ce qu'on appelle un pont de communication entre votre futur client et vous. Et bien souvent, à cause de déformations, de manque d'éducation dans ce domaine-là, eh bien, on a tendance à imiter un petit peu ce que font des copains, les copines, ou ce que peuvent promouvoir d'autres entreprises qui pourraient vous former sur le marketing, mais ce sont souvent des techniques. J'ai rien à leur reprocher, mais pour moi, ça correspond pas au thérapeute, au praticien qui est dans le bien-être. Pourquoi? Parce que ce sont des techniques intrusives, agressives, qui sont un coup de publicité et qui favorisent pas la relation avec les clients, mais qui est plus basée sur la quantité plutôt que sur la qualité. Et ça va à l'encontre, en fait, souvent, quand vous avez une communication comme ça va à l'encontre de vos valeurs, évidemment, mais ça va aussi à l'encontre de l'image que vous aimeriez projeter à vos futurs clients. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va sur son réseau social préféré et qui voit constamment des pubs d'un thérapeute, par exemple, qui est très agressive et qui veut toujours, bah, il finit par zapper parce que ça l'intéresse plus, parce que s'il veut plus voir cette personne-là. Donc, ce qui est important, c'est que vous êtes là pour tout le temps. Vous n'êtes pas là pour juste quelques mois. Vous êtes là pour plusieurs années et vous avez besoin d'avoir une clientèle qui vous fait confiance. Et c'est ça qui est le plus important. Le slow marketing est-elle recommandé lors du démarrage d'une entreprise? Bien sûr, et même avant le démarrage, je vous le recommande. Pourquoi? Parce que vous allez... il y a des défis, je ne le cache pas. On va en parler tout à l'heure, justement. Mais ces défis sont bien souvent surmontables avec la bonne stratégie. C'est ça qui est important. Moi-même, j'ai démarré mon activité et je développe mon activité avec cette philosophie de slow marketing. Et ça, c'est important. J'ai mis zéro argent de publicité depuis que j'ai démarré mon activité. Ça fait pas très longtemps. L'activité de formation, je parle parce que mon activité sur le web, elle existe déjà depuis une vingtaine d'années. J'ai démarré au départ par la création de sites web. Je travaillais pour des sociétés, des associations. Et puis, au fur et à mesure, j'ai amélioré mes techniques, ma façon de procéder pour aller beaucoup plus vers l'étudier l'ergonomie de site, étudier la rédaction pour le web, étudier les réseaux sociaux, évidemment, qui sont arrivés. Parce qu'il y a 20 ans, le web n'était pas du tout comme celui que vous connaissez aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir du tout. Mais il y a une vingtaine d'années, je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut que je me mette.
J'étais à l'époque dans un autre domaine. Mon premier métier, sachez.